la presse, mes chers compatriotes, gabonaises, gabonais. Il y a quelques semaines de cela, j'avais indiqué devant la presse nationale et internationale qu'il ne m'appartiendrait pas de me transformer en chroniqueur de l'actualité politique de notre pays. Il ne m'appartenait pas de commenter tous les faits et gestes d'un gouvernement issu de l'élection présidentielle. Ce faisant, mon but était de laisser à l'équipe nouvellement constituée le temps et le soin de prendre ses marques, car à mes yeux, la confrontation politique ne doit pas conduire à l'obstruction ni à l'empêchement de projets de développement. Cependant, mes chers compatriotes, au regard de la gravité de certaines décisions et de certaines situations que vivent les populations gabonaises, élite gabonaise, nous, acteurs politiques gabonais, si nous ne restons vigilants, lucides et mobilisés, il ne s'agit plus d'un simple ajustement de régime ou de pratique. Il s'agit de déterminer ici et maintenant quelle république nous voulons bâtir. Pour qui? Pourquoi? Au nom de qui? Je prends aujourd'hui la parole devant vous pour évoquer 5 faits majeurs
Démocratie encadrée. Une démocratie de cette et non d'expression. Une démocratie de contrôle et non de confrontation. À nos yeux, signifie la nomination de M. Henri-Claude Nguema. Ce n'est pas de la compétence de l'homme. Ces capacités managériales qui sont en cause. C'est le signal politique. Nguema concentre désormais les fonctions économiques tout en gardant le contrôle d'une banque systémique avec l'accord de ses actionnaires. C'est une anomalie démocratique. C'est un mélange de genres. À tous les principes de bonne gouvernance. Une violation flagrante des lois nationales et des directives communautaires. On ne gouverne pas un pays comme on gère une entreprise. On ne réforme pas l'État en s'appuyant sur un oligopole. On ne modélise pas la République en la livrant à la démocratie d'un seul homme. L'éthique, aussi bien publique que personnelle, impose des lignes rouges. Et ces lignes rouges sont aujourd'hui allègrement franchies. L'État se trouve donc assujetti au bon vouloir d'actionnaires privés qui seuls peuvent décider du moment où le ministre des Finances abandonnera ses autres mandats. Cela n'est pas acceptable en démocratie et nous le dénonçons. Par ailleurs, l'économie, la politique, la finance et la garde républicaine, corps d'élite ne dépendant que du seul président de la République, ne peuvent pas être logés dans le même village, la même maison, entre les mains d'un cercle restreint. En d'autres pays, ça s'appelle un cartel. C'est inacceptable. Elle est un danger pour la République, mesdames et messieurs. L'étrange silence du président de la République sur l'affaire l'opinion nationale s'est emballée. L'opinion internationale s'est interrogée. Nous avons et qui requiert l'unité de la nation tout entière. La communication gouvernementale. De la souveraineté du Gabon sur les îles Mbaye. La frontière Conga, Mbani, Cocotier, oui ou non? C'est la seule question qui vaille. L'opinion doit le savoir. Quelles sont les localités gabonaises ou équatoriennes qui seraient en négociation en des habitations après nos létis. En effet, privée, d'habiter ne réside pas sur les questions financées par un bailleur institutionnel, sur lequel il n'y a au préalable aucune enquête sociale.
tous les bailleurs institutionnels exigent une enquête sociale pour mener un projet. Ils exigent, avant tout financement, que les questions d'organisation soient réglées avant la mise en œuvre du projet. Et si l'État n'a pas les moyens, le nécessaire pour indemniser les populations est intégré au coût du projet. C'est le cas que nous avons connu avec la voie de contournement. Les populations ont été identifiées, indemnisées au préalable. Un délai leur a été accordé. Certaines personnes ont même enlevé jusqu'au tôle, récupéré les tôles, récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer avant de partir. Nous l'avons fait lorsqu'il s'est agi de l'élargissement du doublement de la route entre PK5 et PK12. Les populations ont été identifiées, ont été recensées, ont été indemnisées avant les travaux. Nous l'avons fait dans le cas de la route, la transgabonaise, qui part du PK27 jusqu'à Gango. Toutes les populations impactées ont été identifiées et indemnisées au préalable. J'étais au ministère de l'Énergie, avec la Banque mondiale, on a fait le projet FASMIR, y compris dans les villages. Lorsqu'on atteignait les arbres fruitiers, on indemnisait au préalable avant de passer les câbles. Comment est-ce possible qu'un État qui sait faire ça agisse avec cet aveu délibéré, mette à la rue des milliers de personnes? Comment est-ce possible? Nous ne pouvons pas nous taire et nous ne pouvons pas laisser faire. Nous nous sommes engagés, nous prenons les avocats, on sera aux côtés des populations face à un État brutal et aveugle. Mes chers compatriotes, à ceux qui sont aujourd'hui à la manœuvre, qui ont la conduire l'État, je voudrais m'adresser à eux, non pas un adversaire, mais un citoyen lucide, qui sait qu'un pouvoir, aussi légitime soit-il, ne gagne rien à briser son propre peuple. C'est un homme d'expérience que je vous parle et que je m'adresse à vous. Comme le dit une sagesse orientale, ne porte pas la hache au tronc de l'arbre sous lequel tu t'es abrité sous l'orage. Chacun a compris que les danses, les chansons, c'était pour la légitimité. Et une fois légitimé, le vrai visage apparaît, le visage de la brutalité. Mais je vous le dis, vous qui gérez l'État, et je le dis avec gravité, il est encore temps de reculer. Il est encore temps de revoir la copie et de trouver la solution la mieux adaptée pour les populations déjà impactées et en grande difficulté. Le chemin que vous avez emprunté n'est pas le bon. Rebroussez chemin. On peut bâtir sans détruire des vies. On peut réorganiser sans humilier. On peut assainir sans déshumaniser. Arrêtez cette opération. Arrêtez-la. Trouvez des solutions de relogement pour les populations qui ont été impactées. Le temps qu'un vrai recensement se fasse. Parce que manifestement, le gouvernement ne dit pas la vérité. Et je refuse ceux qui disent que le président n'était pas au courant. Il est le chef du gouvernement. Une telle opération ne peut pas avoir été organisée à son insu. Et si tel est le cas, il n'a pas à être président. Si dans ton pays, dans ta capitale, on peut détruire ça sans que tu sois au courant, c'est que tu ne mérites pas d'être président. Et si tu méritais d'être président, tu ne peux pas laisser faire ça. C'est ce que je dis. J'invite mes chers compatriotes, ceux qui, nombreux aujourd'hui, semblent se réjouir et défendre l'indéfendable. On entend dire c'est la loi, il faut appliquer la loi. Mais c'est quelle loi? C'est la loi qui impose à l'État de fournir aux populations les terrains constructibles. L'État l'a-t-il fait? C'est quelle loi? C'est la loi qui exige une indemnisation juste et préalable. C'est quelle loi? Il y a d'un côté la loi, de l'autre côté la justice. J'invite donc nos compatriotes qui semblent se réjouir et qui défendent les défendables. Nos compatriotes qui brandissent l'application de la loi dans toute sa rigueur, je les invite à se rappeler que la loi sans la justice
conduit à la barbarie, à l'injustice. Je les invite à se souvenir que le feu qui enflamme la cage du voisin peut aussi brûler ta propre cage. Non, un pays ne se construit pas à coup de silence imposé, ni de brutalité, fût-elle assumée, cette brutalité. Un pays se construit dans l'écoute, la bienveillance et la justice. Et croyez-moi, c'est un homme d'expérience qui vous le dit. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, le Gabon n'est plus en transition. Le Gabon a un président élu, qui plus est chef du gouvernement. Le Gabon a une administration, elle est en place. Le Gabon a une constitution imparfaite. Nous avons combattu, mais elle est en vigueur. L'heure n'est plus aux accommodements. L'heure n'est plus aux à peu près. L'heure n'est pas à la punition collective. L'heure est à la vérité. Car ce qui se passe à Pénolti est une punition collective. La vérité, elle est laquelle? La vérité, c'est que le régime actuel, sous des habits neufs, reproduit des schémas anciens, mais en pire. Ces schémas, c'est la concentration du pouvoir. Ces schémas, c'est l'exclusion des voix indépendantes. Ces schémas, c'est la personnalisation des fonctions, le verrouillage du pluralisme, la brutalité administrative. Mais nous ne nous tairons pas. Nous ne négocierons pas notre silence. Nous ne courberons pas l'échine. Ce pays mérite une autre gouvernance. Ce pays mérite une autre vision. Ce pays mérite un autre souffle. Nous, ensemble pour le Gabon, et tous les compatriotes sensibles à ce qui se passe, nous voulons refuser la confiscation. Nous devons relever la tête pour que le rêve d'un Gabon juste, d'un Gabon humain, d'un Gabon libre, pluriel et fraternel, que ce rêve ne meure jamais. Nous n'avons pas dit notre dernier mot et notre parole portera. Je vous remercie. Nous allons répondre aux questions de la presse. Oui, M. Béancé. Bonjour, Monsieur le Président. C'est le cinquième point de votre conférence de presse qui m'intéresse. Vous avez dit ce qu'on pourrait soutenir la Constitution dans le cadre de votre conférence de presse. Il s'agit de l'opération de l'éclaircissement pour Adévolé. Vous avez donc annoncé l'engagement de trois avocats pour défendre les familles expropriées. Est-ce que c'est avec leur accord? Et comment éviter que cette opération ne soit perçue comme une bataille politique, plutôt qu'une action pour la justice sociale? L'élection présidentielle a eu lieu le 12 avril. Cette élection est derrière nous. L'engagement du citoyen Alain Claude Bilibinze est un engagement pour le développement de son pays. Et je soutiendrai tous les projets de développement, même s'ils sont mis en œuvre par un pouvoir que j'ai combattu et que je combats. En revanche, je combattais tous les dérives de ce pouvoir. Et lorsqu'il s'agit de compatriotes qui subissent manifestement une injustice. Pourquoi une injustice? Le gouvernement se trouve incapable de diffuser la liste des personnes indemnisées. Je vous ai dit que j'ai de la famille qui vivait à Pénolti. Mon oncle, Antoine Blamé, serait dans la salle avec ses enfants. J'ai été chez eux avant l'élection présidentielle. J'ai discuté avec mon oncle dans sa maison. Je lui ai posé la question quand l'opération a commencé. Est-ce que tu es concerné? Et il m'a dit, mais il y a eu des croix. Nous, on a fait un collectif, on a saisi la justice et le tribunal nous demande d'attendre sa décision. Et pendant que la décision du tribunal était attendue, on est venu casser. Dans sa maison, il n'avait jamais été concerné par cette opération. J'étais hier sur le terrain, j'ai rencontré des personnes. Et j'ai rencontré un jeune homme, topographe, qui travaille au ministère de l'urbanisme et qui nous a rappelé jusqu'où le projet initialement devait s'arrêter. Mais au-delà de tout ceci, j'ai été aux responsabilités. Et ce projet, je le connais. Et souvenez-vous que la première déclaration d'utilité publique date des années à Libono.
Mais pourquoi on n'a pas mis cela en œuvre? Parce qu'il y a l'humain au centre. Et parce que dans les décisions de déguerpissement, nous avons décidé, avant tout l'équipement, d'apporter des solutions de relogement au préalable. La cité avec Kelenson a été construite pour reloger les populations impactées par les bassins versants. Ce matin, la une de l'Union portait sur un projet d'aménagement de bassins versants où le responsable du projet indiquait qu'on construit au préalable plus de 1000 maisons pour reloger les populations avant de passer à la destruction des maisons. Pourquoi ceci n'a pas été fait? Les avocats que j'engage, s'il y a des familles qui refusent ces avocats, libre à elles. S'il y en a qui sont dans le besoin d'être accompagnés, ce sera fait. Mais je ne suis pas candidat, il n'y a pas d'élection maintenant. Je ne suis pas candidat. En revanche, faire de la politique, c'est se tenir aux côtés de ceux qui sont fragiles. Moi, je ne suis pas engagé en politique pour un poste. Et c'est pour ça que je suis debout, même ayant raté l'élection présidentielle, parce que ce qui m'importe, moi, c'est accompagner les populations. Je suis incompris pour le moment, mais le temps viendra où certains comprendront. Est-ce qu'il y a une autre question? Figurant n'a pas de question. Désir n'a pas de question. France n'a pas de question. C'est la presse? Oui, c'est la presse évidemment. Monsieur le Premier ministre, bonjour et surtout merci de nous avoir conviés pour prendre part à cet échange, cette conférence de presse qui permet de clarifier un peu la situation sur la problématique actuellement vécue par l'ensemble de ces citoyens. Vous avez quasiment fait le tour et ce que vous donnez comme information éclaire davantage la lanterne parce qu'il y a cette confusion sur qui a été indemnisé, qui n'a pas été indemnisé. Mais vous ressortez un aspect quasiment important parce que concernant la politique sociale, comment loger et reloger les populations après les avoir déguerpis, vous avez fait mention d'un projet qui avait été initié autrefois, notamment la construction des logements de Nzan, prévu pour reloger les populations qui pourraient être impactées par ce type de situation. Qu'en est-il concrètement? Pourquoi ces populations n'ont-elles pas été envoyées sur ce site? Pourtant, tout a été fait. Vous le dites si bien. Avant que l'on ne procédât justement à ce déguerpissement, l'affaire d'État-État est une affaire de continuité. N'aurait-il pas été mieux que l'on envoie ces gens là-bas avant que de les déguerpir? Voilà un peu ma question. Arrive toujours un moment dans la vie où la raison le plus forte n'est pas toujours la meilleure. La sagesse aurait voulu qu'on tienne compte de ce que l'État est une continuité historique. Ce qui a été fait de bien hier, on le maintient, on le poursuit. Ce qui a été mal fait, on le corrige. Pour ce qui est de la question précise que vous posez, la cité de Bikele-Nzon a été construite avec un financement BDAC et la BDAC accompagne l'État pour l'aménagement des bassins versants. Et cette cité a été conçue pour accueillir les populations impactées par ce projet au niveau du bassin versant. Ce n'est pas les non-populations concernées ici. Mais nécessité faisant loi, ces maisons existent. Nous n'avons pas transféré les populations parce qu'il manquait des avenues d'eau et d'électricité. J'étais en charge de ce projet. On a fait amener l'eau et l'électricité, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Il revenait à l'État, même de manière transitoire, d'identifier préalablement ces logements qui existent et d'y installer les populations avant de détruire le temps pour l'État de trouver d'autres solutions. Comment est-ce qu'on peut ne pas proposer des solutions à la population et s'étonner qu'il y ait ensuite de l'habitat spontané? Ceux qui pourraient prendre de l'argent, cet argent servira à quoi? Sinon à aller accueillir une parcelle non viabilisée dans notre quartier sous-intégré et pendant quelques années subir exactement la même chose. C'est ce qui s'est produit. Par ailleurs, les enfants qui préparaient leurs examens, le CEP, le BPC, le baccalauréat, beaucoup de ces enfants-là, vivant en pleine Obliti, apprenaient à Martin Oblamo. Ils allaient à pied. Pour les parents, c'était une proximité réelle. Quand ils allaient en 6e, on les associait pour qu'ils aillent à Béchue, à l'Immaculée, au lycée d'État, au lycée Mbas, c'est à côté. Et puis on leur dit qu'il faut qu'ils aillent à Bikele ou plus loin que Bikele.
Est-ce qu'on imagine tout ce que ça pose comme problème? C'est pour ça que, pardonnez-moi de revenir sur les questions politiques, c'est pour ça que dans notre projet de société, on appelle la rénovation urbaine. Il s'agit de travailler sur avec les populations pour voir comment on réorganise leur quartier. Que les gens n'aillent pas plus loin. Mais quand je parle des commerces détruits, moi j'ai regardé un reportage sur les réseaux sociaux, une école privée qui créait de l'emploi. Cette école a été détruite. Dans un contexte où les Gabonais souffrent du chômage, on détruit de l'emploi, sans emploi posé. C'est ça que nous dénonçons. Et nous disons que ce régime, il est aveugle, il faut qu'il se ressaisisse. Moi, je ne souhaiterais pas qu'il y ait autre chose que la construction du pays. Vous m'avez dit oui, allez-y. Précis Wanga de Alpha TV. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait une descente auprès des victimes derrière l'Assemblée. Je voudrais savoir, c'est vrai, les élections présidentielles sont derrière nous, effectivement. Monsieur le Premier ministre, je voudrais savoir, qu'avez-vous lu sur les visages des populations lorsque je sais très bien que ces gens étaient à 90% plébiscités pour le président actuel? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'était un regret ou il se pose des questions, est-ce que nous n'avons pas fait une erreur? Je voulais juste savoir, qu'est-ce qu'on pouvait lire sur le visage de ces populations? Je n'ai pas vu la question politique sur le visage. J'ai vu la détresse. J'ai vu une femme avec laquelle j'ai échangé et qui m'a montré l'espèce d'habit de fortune fait de carton dans ce tablier et dort avec ses enfants. Et quand je me suis arrêté, l'enfant s'est mis à pleurer. C'est ça que j'ai vu. Moi, je n'ai pas vu là une question politique. Et vous savez, moi j'ai été élu plusieurs fois député. Et dans mon entourage, dans mon environnement, tout le monde n'a pas toujours voté pour moi. Mais j'ai continué à aider ceux que j'ai pu aider. Et aujourd'hui, je me tiens aux côtés de ceux qui souffrent, même si je sais que ceux que j'ai rencontrés hier, pour beaucoup, n'ont pas voté pour moi. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, même si je ne faisais pas l'élection présidentielle, je trouve que la place aujourd'hui des citoyens gabonais, aguerris, vigilants, est aux côtés de ceux-là qui souffrent. Et là est ma place. On prend une dernière question, oui. Vous avez été Premier ministre, chef du gouvernement. Vous disiez tout à l'heure que vous connaissiez ce dossier en qualité de Premier ministre. Est-ce que cette liste à laquelle on fait allusion par-ci et là existe réellement? Lorsque j'ai été chef du gouvernement, je n'ai pas vu cette liste. Mais moi, si j'avais été ministre, je n'attendais pas que l'huissier de justice m'apprenne la liste. Parce que l'huissier n'est qu'un auxiliaire de justice et il agit au moment de l'exécution. Mais en amont, il y a des dossiers qui ont été préparés par l'administration. Et donc l'administration de l'habitat a normalement le dossier. Le trésor doit avoir le dossier, puisque lorsqu'on paye, on sait à qui on paye. Il doit y avoir ces dossiers-là. À moins qu'il n'y ait pas volonté à publier la liste. Parce qu'en publiant la liste, on verrait peut-être qu'il y a des personnes dessus qui n'auraient pas dû recevoir ce qu'elles ont récupéré. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont impactées aujourd'hui qui ne sont pas sur la liste. Moi, je demande deux choses au terme de cette conférence de presse. La première chose, je suggère humblement au pouvoir d'arrêter l'opération. Je suggère humblement de recommencer l'opération. Je suggère de stopper cette opération où ils en sont aujourd'hui, de sorte de réorganiser les choses. La précipitation ici ne conduit à rien. Et je le dis encore une fois, derrière cette opération, je crains fortement une pression des investisseurs qui ont besoin de construire. Derrière cette opération, c'est la spéculation qui est en place. Pourquoi est-ce qu'on commence par cette zone? Parce que c'est une zone de prestige. Une fois qu'on a cassé l'habitat qu'il y avait, nous avons donc maintenant les institutions, les grandes ambassades, et donc
ce foncier va prendre de la valeur. Et je soupçonne de la spéculation foncière à venir. Les projets de tours qui ont été annoncés, qui construit les tours, et vérifier la loi de finances 2025. Est-ce que ce projet est financé à la loi de finances 2025? S'il n'est pas financé dans la loi de finances, qui le finance? Voilà les questions que je pose. Bien. Oui, Duguillon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais évoquer la question diplomatique. Vous avez fait allusion par rapport à l'île Manier. C'est une question de souveraineté, c'est vrai. Monsieur le Président, vous avez été un homme d'État. Vous avez été quelqu'un qui connaissait les rouages du pouvoir. À votre place, qu'aurez-vous fait à cet instant? Vous aurez préféré choisir la voie de la confrontation ou la négociation en rapport au rendu de la justice internationale? Vous, à votre place, Monsieur le Président, qu'aurez-vous choisi de faire à cet instant? Le dossier Mbagnier, il y a quelques jours, les gens ont célébré les 16 ans de la disparition de Marco. Le dossier Mbagnier fait partie des legs d'Omar Bongo à la nation gabonaise. Son célèbre Omar Bongo, il faut le célébrer dans ce qu'il a fait. Et nous étions enfants quand cette situation s'est posée et qu'Omar Bongo a débarqué en Mbagnier avec des militaires qui s'est établi en Mbagnier. Et donc, ils viennent de perdre là une part de l'héritage de Omar Bongo. C'est d'abord la première chose à relever. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'étais ministre des Affaires étrangères et j'ai rencontré aux Nations Unies Antonio Guterres. Et j'ai échangé également avec notre ambassadeur aux Nations Unies à l'époque, M. Xavier Biano. Ce dossier, avant d'être juridique et judiciaire, c'est d'abord un dossier politique et diplomatique. Et c'est là que nous l'avons perdu ici, sur le plan de la politique et de la diplomatie. Ce n'est pas ailleurs. Si vous avez un contentieux avec quelqu'un, que vous l'appelez papa. Les présidents n'ont pas de père. Et une fois appelé quelqu'un, qu'est-ce que lui refuse ensuite? Et le sujet aujourd'hui, on lui dit qu'il y a négociation. Et moi je demande, elle porte sur quoi la négociation? C'est une question qui concerne chacun de nous. Ça ne peut pas être un secret. La négociation porte sur quoi? Le gouvernement nous a dit qu'avec cette décision de la Cour internationale de justice, Bongomo et Bebeyin seraient maintenant gabonais. C'est dangereux. Une telle communication est irresponsable. Parce que ce n'est pas avéré. On ne dit pas ça à sa population. Nous avons perdu Mbagnier. Le drapeau gabonais ne flottera plus sur Mbagnier. Mais Mbagnier est dans nos eaux territoriales. Mbagnier est à quelques kilomètres de Kokobich. Vous êtes au rivage de Kokobich, vous voyez Mbagnier. Il faut imaginer que demain, la Guinée équatoriale installerait une base militaire. Oui, c'est un voisin, mais c'est un État souverain. Mais les guerres, c'est entre voisins. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Il faut imaginer que demain, un partenaire militaire, la Guinée équatoriale, s'installe là. En contradiction avec notre doctrine militaire, il se passe quoi? Donc, il y a des enjeux importants de sécurité nationale sur lesquels on ne peut pas se contenter d'aller en balade à Malabo et de visiter Malabo. Je demande, la négociation porte sur quoi? La communication officielle nous a dit d'accord de coopération dans le domaine de la culture, c'est très bien. Mais dans ce domaine de la culture, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de partage d'expériences dans la culture femme du Gabon, la culture femme du Guinée équatoriale? Il s'agit de quoi exactement? Est-ce qu'il s'agit pour les étudiants gabonais d'aller apprendre le Guinée équatoriale et vice-versa? On ne sait pas, on ne nous a pas dit. On
On n'a pas eu d'accord en matière d'agriculture. Je ne sais pas ce que produit le Gabon qu'on va vendre là-bas, ni ce qu'eux produisent qu'ils vont nous vendre. Donc là, il y a un vide total dans la communication gouvernementale. On ne sait pas ce que ça repose. Donc pour revenir à Mbagnier, la question est plus que j'aurais préféré une décision de la Cour internationale de justice. Et nous avons saisi la Guinée équatoriale et nous, on a saisi. Et donc, dès qu'on a saisi, une décision qu'on l'applique. Maintenant, on nous a dit non, on n'a pas perdu, au contraire, on a gagné. Mais je veux qu'on nous dise qu'on a gagné. Parce que moi, je sais ce qu'on a perdu. On a perdu la souveraineté sur Mbagnier. C'est une décision claire. Mais le gouvernement dit non, on a gagné. Et que tel est le pli qu'il croyait prendre. Il faut qu'on nous dise qu'on a gagné. Et ce qu'on a gagné là, on nous retroussait quand? Voilà les vrais sujets. Sur les questions diplomatiques, voyez-vous, je n'ai pas voulu évoquer le cas Sylvia et Nouti. On nous a dit qu'il y aurait un procès. En pleine campagne électorale, les médias internationaux sont allés dire, il y a des preuves, il y aura procès. Et puis on a vu que l'Angola est venu chercher le président Ali Bongo, les amis. Mais personne ne nous a jamais parlé d'Angola dans ce dossier. Le procureur a dit, c'est pour les raisons de maladie, un cas de santé, ça peut arriver. Mais est-ce que c'est l'Angola qui était l'ambulancier? Vous voyez, nous ne pouvons pas continuer dans un pays sans apporter la transparence. Moi, j'avais dit en pleine campagne, si je suis élu, il y aurait un procès. Et j'avais dit, s'il n'y a rien dans le dossier, qu'on les libère. Et aujourd'hui, je dis, mais que fait encore Vourantiani en prison? Que fait le ministre Massassa en prison? Que fait le ministre Bonda Balondi en prison? Ils font quoi en prison? Soit il y a des éléments, il faut qu'il y ait un procès. Soit il n'y a pas d'éléments qu'on les libère. Moi, j'insiste, mesdames et messieurs. On nous a dit que les choses ont été récupérées. Il s'agit de quoi? Qu'on donne la liste. Si c'est des biens meubles, qu'on dise quoi? Si c'est de l'immobilier, qu'on dise quoi? Si c'est du foncier, qu'on dise tel bien appartenait à la famille Ali Bongo, ça a été récupéré. C'est tel bien, c'est tel endroit. Vous savez, quand on fait les biens mal acquis en France, on vous dit de quoi il s'agit. On dit même la valeur du bien. Mais dans le cas dont on parle là, c'est l'opacité totale. On n'en sait rien. Les chefs d'accusation étaient graves. Concussion, trafic en bande organisée, trafic de drogue, consommation de drogue, haute trahison, faux usage de faux, c'était grave. Et puis là, plus rien, silence. Et le président ne dit rien. Il est le chef du gouvernement, il ne parle pas. Moi, je ne parle pas des autres. Bien. Je crois qu'on a tellement fait le tour. Merci d'être là. Ce n'est pas la peine de poser la question sur les autres membres du gouvernement. Ce n'est pas utile. La constitution actuelle fait d'un seul responsable de tout. Et donc ce sont des personnes, parfois que je connais, qui sont des Gabonais parfaitement compétents et capables. Mais l'environnement dans lequel ils sont aujourd'hui fait qu'ils ne peuvent pas grand-chose. Et donc là, il a voulu une constitution, il faut qu'il assume la constitution. Et moi je dis pour ce qui est des personnes déguerpies, il y a une grosse injustice. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en 2025, on sort de l'élection présidentielle avec de grandes promesses, et la première chose qu'on fait, c'est mettre des Gabonais à la rue. Des Gabonais qui n'ont rien demandé, et qui n'ont pas construit une maison, ils ont construit eux-mêmes leur maison. C'est ça que je dénonce. Et ça, Ensemble pour le Gabon, et tous les autres Gabonais qui seront sensibles, nous allons présenter pour accompagner les populations, les aider. On n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est la présence, nous apporterons la présence. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.